Ben, ce qui est important pour un digital natif, ce sont des gens qui n'ont absolument pas de peur de la technologie et qui sont nés dans un contexte où eux, ils ont toujours connu l'Internet, ils ont toujours connu le mobile phone. Et pour ces gens, quand eux, ils arrivent au boulot, on voit qu'ils découvrent que leur environnement qu'ils ont à la maison est beaucoup plus adapté à faire ce que moi j'appelle les équipes virtuelles, à se communiquer, à trouver l'information. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est bien de concevoir l'environnement de travail avec les outils qu'eux, ils connaissent déjà. Ça, c'est à mon avis le message qu'il faut donner, que ces gens sont certainement très motivés, mais il faut aussi qu'ils restent motivés et pour ça, ils exigent, comment j'appelle, un peu de la technologie actuelle pour être efficace. L'avenir, il est certain, il est là. Je veux dire par ça que quand on voit actuellement tous les outils de productivité qui maintenant qu'on lance, même les outils à l'intérieur des sociétés intègrent toutes les technologies comme le wiki, les blockspheres. Moi, je dis toujours, on a besoin d'un Facebook à l'intérieur d'une société, comme un exemple, qui fait quoi et où est-ce qu'on retrouve ces gens et quel réseau des gens que lui, il connaît pour aider. Mais aussi, ce que j'ai un peu montré ici dans ce congrès, c'est finalement, chez nous, dans le laboratoire, il y a encore beaucoup de choses qui se passent où finalement, le contexte dans lequel les gens opèrent, par exemple, y est ajouté, que tout l'aspect sécurité, connexion est ajouté, vraiment très transparent. Il y a beaucoup d'autres développements qui sont en cours qui montrent que la productivité va encore augmenter certainement au niveau du bureau. Le software as a service est un terme peut-être un peu mal compris pour une chose extrêmement simple. Ce n'est rien d'autre qu'une mise à disposition d'applications en utilisant seulement le navigateur. Donc, au lieu d'avoir de l'applicatif hébergé chez nous dans les entreprises, dans les sociétés, ils sont complètement outsourcés à l'extérieur. Sécurité, sauvegarde, accès, contrôle d'accès. Et on y accède uniquement par un navigateur. En fait, on l'utilise tous depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ont des webmails, qui ont connu déjà les débuts des webmails, des Yahoo, Hotmail et compagnie dans les années 95, 96, 97, ce n'est rien d'autre que ça, sauf que maintenant ça s'applique à des applications d'entreprise beaucoup plus importantes, comme ce qu'on appelle les ERP, Enterprise Resource. Et toutes ces choses-là sont aujourd'hui devenues accessibles uniquement par l'intermédiaire d'un navigateur. Alors ça offre beaucoup d'avantages. D'une part parce que l'outsourcing peut être fait complètement à l'extérieur, par des gens professionnels dont c'est le métier, et d'autre part parce que c'est extrêmement facile à utiliser pour l'utilisateur qui peut y accéder de divers endroits, par divers outils comme les téléphones et compagnie, d'un navigateur bien entendu, mais aussi d'une télévision, enfin de tout ce qu'il faut. Donc on a devant nous une toute nouvelle manière d'approcher le software. Au lieu de l'installer sur son PC ou sur des serveurs d'entreprise, ils sont installés et hébergés par des sociétés tierces qui permettent simplement à l'utilisateur de l'utiliser. C'est un peu comme l'électricité, plutôt que de construire une centrale nucléaire, pour avoir de l'électricité, eh bien, on utilise l'électricité, voilà, on utilise une application plutôt que de devoir la gérer, l'organiser, l'héberger. Le web sémantique, aujourd'hui, c'est encore un ensemble de technologies en cours de développement qui sont fondamentalement prêtes pour être exploitées de deux manières sur Internet. La première manière va consister à analyser le contenu des textes. En gros, on apprend aux ordinateurs à lire des livres, on apprend aux ordinateurs à lire des pages Internet et à comprendre le contenu, à comprendre l'articulation intellectuelle des différents concepts qui sont expliqués dans ces pages. Et cette articulation intellectuelle, on en crée un modèle que je compare souvent à ce qu'on appelle des mind maps, c'est-à-dire des cartes d'esprit, où on essaye de synthétiser un modèle intellectuel. Et une fois qu'on a synthétisé ce modèle intellectuel, d'accord, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'analyse sémantique, c'est que c'est l'ordinateur lui-même, ce sont des groupes d'ordinateurs, des réseaux d'ordinateurs, des clouds comme on appelle ça aujourd'hui, qui synthétisent ces structures informatives. Eh bien, on peut, à partir de ce moment-là, appliquer un certain nombre de règles sur ces structures informatives
et on peut commencer à faire bouger les êtres virtuels qu'on a ainsi créés pour essayer de mieux appréhender la réalité, de mieux appréhender un certain nombre d'hypothèses qu'on peut appliquer à cette réalité. Et cette modélisation se fait de manière automatique. Et donc, la capacité d'appréhender un modèle complexe est de loin supérieure à celle qu'aurait l'esprit humain, si vous voulez. Et donc, ça nous offre effectivement un champ de recherche qui est beaucoup plus riche que les champs de recherche qui nous sont offerts aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on passe de l'Internet de l'information à l'Internet de la connaissance, justement grâce à ces grandes modélisations en N dimensions. Et alors, EarlyTrax, le nouveau projet que vous lancez, va travailler dans ce domaine? Alors, EarlyTrax va effectivement travailler dans ce domaine. Et pour l'instant, nous en sommes à la mise au point d'outils génériques qui nous permettent de construire effectivement ces modèles. L'application économique de ces modèles et l'application sémantique de ces modèles va venir un petit peu plus tard. On en est encore très fort à un stade de recherche, mais les résultats que nous obtenons, ça fait déjà plus d'1 an que nous travaillons sur le sujet, les résultats que nous obtenons sont extrêmement encourageants et franchement, je suis très optimiste quant au fait que cette société wallonne pourra jouer un rôle majeur dans l'Internet sémantique de demain. En tout cas, c'est mon ambition. Voilà. Alors une des options, c'est le web qui va enfin rajouter une couche sémantique à la description du contenu tel qu'actuellement on le voit sur le web. Alors on parle de standards comme RDFA, qui vient d'être récemment annoncé comme étant supporté par Google, un standard du W3C qui est déjà utilisé par SearchMonkey de Yahoo. On risque de voir arriver très prochainement des moteurs de recherche dans lesquels on pourra poster des questions en langage naturel. Je pense qu'un exemple de ce qui sera possible demain, c'est le site qui vient juste d'être annoncé par Wolfram Research, connu pour leur logiciel Mathematica, et qui s'appelle wolframalpha.com. Ça montre un petit peu le web de demain, où on va chercher non plus des informations dans des masses de texte, mais de la connaissance structurée. Mais l'Internet mobile, il est là depuis longtemps, mais ce qu'on a enfin aujourd'hui, ce sont des appareils qui permettent que ce soit une expérience agréable et utile, notamment l'appareil de Apple, l'iPhone, dont la version 3.0 va encore rajouter de nouvelles possibilités qui vont probablement changer un petit peu la façon dont on interagit entre êtres humains. Google qui lance son G2 en Belgique et d'autres appareils qui sont en train d'arriver comme le Palm Pre, qui vont tous quelque part ouvrir de nouvelles possibilités avec la géolocalisation, l'échange de data entre individus par Bluetooth, avec l'accès à l'Internet rapide, l'enregistrement et le streaming de votre vie, de photos et de vidéos, tout ça avec votre téléphone mobile. C'est la promesse de l'Internet mobile qui devient une réalité en 2009. Alors, premièrement, il faut voir qu'au cours des années, Belgacom s'est réinventé de nombreuses fois. Et si on regarde le chiffre d'affaires réalisé par Belgacom aujourd'hui, finalement, seulement 20% provient des activités traditionnelles de la RTT d'il y a 15 ans. Ça veut dire qu'en 15 ans, la société a pu se réinventer de manière telle à lancer le mobile en 1995, ensuite l'Internet, ensuite les services IT aux entreprises et puis la télévision sur le fil télécom, de telle manière qu'en 15 ans, on a pu créer 80% du chiffre d'affaires avec des nouvelles activités. Donc je crois que l'entreprise a un bon track record jusqu'à présent. Belgacom est effectivement un des leaders mondiaux en matière de télévision digitale. C'est probablement également dû à la présence d'une concurrence assez forte entre le câble et les réseaux télécoms classiques en Belgique, qui a donné cette ambition à Belgacom de développer des services sur la télévision. Et c'est vrai que ça permet notamment de changer les habitudes de consommation, de donner un confort d'utilisation. Par exemple, de pouvoir regarder son journal si on rentre un petit peu plus tard à la maison, vers 20h30, eh bien, on peut regarder ce qu'on appelait à l'époque le 19h30. Et ensuite, si on veut regarder un film, on peut choisir parmi une série d'un millier de films pour voir ce qui plaît le plus à ce moment-là. Donc toute une série de nouveaux services, de manière telle qu'aujourd'hui, environ 550 000 familles en Belgique disposent de Belgacom Télé. Et d'un point de vue couverture du territoire, près de 90% des familles en Belgique ont accès à cette nouvelle technologie. Effectivement, en matière d'innovation, nous pensons qu'il est relativement difficile de distinguer les succès du futur. Et si on regarde les grandes sociétés que tout le monde connaît aujourd'hui, entre Facebook, YouTube, etc., bien malin était celui qui, au moment ou avant qu'il ne se lance, pouvait dire que c'est justement ceux-là qui allaient connaître le plus grand succès. Alors, vers le futur, ce que nous voulons faire chez Belgacom, c'est
prendre conscience des actifs uniques et des forces que nous avons. 5 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles, on parle de 13 000 km de fibre optique, une couverture ADSL de 100%, une capacité de facturer les clients, la télé à la demande, tout ça. Et alors la question est de dire comment est-ce qu'on peut activer nos cercles d'innovation aussi bien à l'intérieur de l'entreprise pour tirer profit de la créativité des 17 000 personnes à l'intérieur de Belgacom, mais également à l'extérieur. Et là, c'est comment est-ce qu'on peut mettre Belgacom en réseau, pour revenir à votre question, avec de jeunes entrepreneurs, par exemple, pour pouvoir, je dirais, donner vie à leur idée en utilisant les forces de Belgacom. Et en combinant les deux, se donner l'opportunité de développer de nouvelles activités créatrices de valeur pour les consommateurs en Belgique et à l'étranger.